Shafir, vous êtes né au Khorasan, dans le nord-est d'Iran, et êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, romans, nouvelles, essais critiques, publiés en persan et en français. Vous êtes lauréate de plusieurs prix. Militante de gauche, après vos études à Téhéran, vous avez poursuivi vos études universitaires à Paris, où vous avez soutenu une thèse de doctorat en sociologie qui a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Vous avez travaillé dans le domaine des relations interculturelles en France et vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de la République française. En 2017, pour l'ensemble de vos activités, vous avez reçu les insignes de chevalier de Légion d'honneur. Votre dernier livre est Demande au miroir aux éditions L'Âge d'Homme. Bonjour Shahla Shafir. Bonjour. تولو ما خوش اومدین. خیلی سپاس فراوان از دعوتتون. Je voudrais vous poser une question qui c'est simple mais en même temps très difficile. L'Iran est menacé par Donald Trump avec les mots très durs. Il songe à annuler les traités qui lient l'Iran avec les grandes puissances sur l'accord de production atomique. Et dans le sens inverse, dans les autres périodes, il y avait une période que le pouvoir il donnait la liberté d'expression limitée à ses partisans, mais l'aile réformateur, entre guillemets. Mais maintenant, c'est à l'envers, ça veut dire que ça durcit plus, et on a entendu que Khatami, l'ancien président d'Iran, est interdit d'image à la télé et interdit de réunion, et il est presque dans un lieu presque prisonnier, si on peut dire. Quelle est votre analyse? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ou non? Ça coule de source. Oui, vous savez, cette question est très complexe, comme vous l'avez bien souligné, et depuis 30 ans, puisque maintenant le régime iranien, la République islamique, a plus de 30 ans, presque 35 ans d'existence, et dans chaque période on a parlé de paradoxes, puisque en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ce régime se dit une république, mais n'a jamais été une république, et le premier paradoxe vient de là. Ça veut dire en fait, comme c'était une révolution contre le régime monarchique, donc je dirais que presque la République, ça coulait de source, que ce soit la République, mais dès le début, les islamistes qui ont gagné ont ajouté l'adjectif islamique pour dire que c'est leur régime. Et ça est allé avec une exclusion qui, depuis le début, a commencé, l'exclusion des personnes ou des militants. Vous voulez dire que voilà, dès le début, ils ont dit république, mais islamique. Voilà. Depuis le début, ils ont presque été obligés de dire la république, puisqu'on allait faire une rupture avec le régime monarchique. Mais pour s'accaparer de régime, ils ont ajouté l'adjectif islamique. Les islamistes, Ayatollah Khomeini était à la tête des islamistes. Donc, ce paradoxe était dès le début là, et ça a amené l'exclusion permanente. L'exclusion permanente, puisque quand vous faites de l'islam une idéologie, de toute religion de toute façon, mais de l'islam aussi, quand vous allez être un régime islamique, vous proposez une interprétation, une version qui pourrait être contestée, puisqu'il y a plusieurs manières d'interpréter, et après, vous êtes constamment en train de faire la guerre avec les autres pour garder le pouvoir. Donc, dès le début, le premier président de la République qui a été exilé en France, Bani Sadr. Voilà, M. Bani Sadr, c'était le premier qui se trouvait à cause de ce paradoxe ici. Et donc après, on a vu dans la période qu'on dit réformiste, à la fin de la guerre, puisque
Et tous les slogans de l'Iran sur la guerre, on va gagner l'Irak, on va gagner le paradis, c'est avéré complètement catastrophique. Donc il y a eu une crise profonde du régime iranien et il y a eu des scissions à l'intérieur. Les réformistes islamistes sont nés de manière beaucoup plus claire. Et après, il y a eu la guerre entre les différentes tendances. Mais je voudrais ajouter aussi que quand vous avez une telle situation où les personnes qui étaient à l'intérieur du régime, qui avaient des autorités, des pouvoirs, etc., sont sous telle pression, vous pouvez imaginer la répression des mouvements. On n'a pas une opposition permise en Iran. C'est-à-dire que les syndicats ne sont pas permis, la liberté à part les syndicats qui sont islamistes, voilà, qui soutiennent le régime. Voilà, ça veut dire ça veut dire toute opposition est interdite, mais quand même, il y a les mouvements de la société civile, il y a aussi les mouvements des ouvriers, il y a aussi les mouvements des enseignants, et toutes les personnes, les mouvements des droits des femmes, et toutes ces personnes sont sous une pression terrible. Vous imaginez, quand M. Khatami est sous pression, quand M. Moussavi et M. Karoubi, qui étaient quand même les bannis de la dernière élection, alors que M. Moussavi était gagnant, il y a eu le mouvement vert il y a quelques années, 2009, pardon. 2009, il y a eu le grand mouvement vert, les manifestations massives en Iran qui a été réprimé, et les leaders... Le mouvement vert que vous dites, c'était un mouvement pour contester l'élection de Ahmadinejad comme président, bien sûr. Et les deux candidats qui étaient anciens premiers ministres et anciens présidents du Parlement iranien, M. Moussavi et Karoubi. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, la roue de l'exclusion tourne. Tourne et ça prend les proches et ça prend les loin. Quand je parle des loin, c'est la société civile et l'opposition, que ce soit les intellectuels et donc la censure, la répression. Et avec ce paradoxe qui est déjà ancien, aujourd'hui on est à l'apogée de ce paradoxe avec le fait que Donald Trump en Amérique, il veut, avec ses positions bien sûr qu'on connaît d'extrême droite presque, il voudrait quand même bannir l'Iran, et de l'autre côté le régime iranien essaye de mobiliser la population, mais tout en réprimant, tout en durcissant la répression. Donc imaginez la situation, imaginez la profondeur de la crise politique, sociale, et voilà. En Iran. Oui, bien sûr. Est-ce que ces réformateurs qui sont maintenant sous la pression, ou même répression, eux aussi, ils étaient quand même partie prenante de pouvoir avant, oui, un certain temps. Bien sûr. Mais certains ils ne sont pas innocents, si on peut dire. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le régime iranien, c'est comme l'expérience iranienne, c'est comme un grand laboratoire, si vous voulez, pour bien regarder quand il y a une religion qui est instrumentalisée à des fins de pouvoir. L'islamisme, c'est une idéologisation de l'islam à des fins de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'en Iran, c'était le premier pays où l'islamisme est arrivé au pouvoir à partir d'une révolution, ce qui est déjà révolutionnaire, vous savez, et ce qui a fasciné pas mal de personnes au niveau international, au niveau national. Tout le monde pensait que ça allait amener une nouvelle voie, un nouveau scénario pour articuler la tradition et la modernité. Mais en fait, ce qui est arrivé, comme je l'ai dit dans la question précédente, c'est que le mélange entre la religion et la République a anéanti la dimension républicaine. Donc les gens qui sont au niveau de pouvoir et qui ont été au niveau de pouvoir, quand ils ont commencé à dire non, ça ne va pas comme ça, on ne va pas arriver à gérer le pays comme ça, ils ont déjà été bannis par
par la tendance dure. Et quand je dis la tendance dure, c'est aussi, il faut regarder le système hiérarchique, pyramidal de pouvoir iranien. Ça veut dire à la tête de ce régime, au nom encore de la religion, il y a le leader religieux, M. Khamenei, avec tout son cours, qui fait le pouvoir. Et donc, ils ont le droit de veto. Le Parlement iranien pourrait voter les lois, mais ces lois peuvent faire l'objet d'un veto par le leader. Vous voyez, il y a un blocage complet de système. Ça veut dire cette élection des présidents de la République et les élections des députés, et ça ne crée pas la totalité de pouvoir, vous voulez dire. Ça représente à peu près, disons, 10, 15, 20%? Je ne sais pas si on pourrait parler en termes de pourcentage. Ce qui est clair, c'est que en absence, si vous voulez, en absence de tout le champ politique, il n'y a pas un combat politique clair et transparent en Iran. C'est pas possible puisque c'est interdit. Donc en absence de ça, l'élection devient un champ de lutte politique. Si vous voulez, même le peuple, parfois ils ont dit oui, on va aller quand même voter pour la personne qui est mieux que les autres. Mais, comme les élections voilà, précédentes. Comme les élections précédentes. Mais même ça a échoué. Ça veut dire en fait, il y a une, voilà, bon gré, mal gré, les gens disent entre le mauvais et le pire, on va choisir. Mais même ce scénario n'est plus possible, puisque de toute façon, ils ne laissent pas le pouvoir à l'élection. Par exemple, sur le dossier nucléaire, M. Rouhani, qui est d'ailleurs une personne qui anciennement a été dans le... Ça veut dire qu'il a été actif dans le renseignement iranien. Ce n'est pas quelqu'un qui soit complètement... C'est pas quelqu'un qui soit très réputé pour le droit humain. Rouhani, par exemple, qui n'est pas du tout, comme vous l'avez très bien dit, qui n'est pas du tout une personne innocente, qui n'a pas une bonne réputation par rapport aux droits humains. On sait très bien son actif. Déjà, il ne se reconnaît pas comme réformateur. Voilà, voilà. Il dit je suis... voilà, très bien. Pragmatique. Ah oui, pragmatique, et il a eu avec son équipe, il a su gérer un peu le dossier nucléaire et de dire aux Iraniens, voilà, et il l'a géré de manière assez... Puisque les Iraniens ne veulent pas la guerre, ne voulaient pas la guerre irano-irakienne. Ils ont assez payé. Oui, vous savez, il y a des centaines de milliers de handicapés, il y a des dizaines de milliers, même des centaines de morts, des jeunes qui sont partis sur le front. Les gens sont fatigués, il y a eu l'économie qui a été complètement détruite. Et donc, la période d'après-guerre, avec la corruption totale, puisque quand vous avez une dictature, quand vous avez un despotisme au nom de religieux, c'est vrai qu'il parle de morale. C'est-à-dire, qui sait qu'est-ce que ça veut dire l'économie islamique? Personne. Mais le point fort, soi-disant, du régime islamique était le moral, l'anticorruption, la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, le régime est corrompu de haut en bas. Et donc les dossiers de corruption font les dossiers numéro 1 des journaux iraniens de l'intérieur. Vous imaginez avec une telle corruption. Et donc, je vous dirais en général, quand il y a, au nom de morale, au nom de la religion, il y a une situation immorale qui a été imposée aux Iraniens. Le résultat, c'est que aussi, il y a quand même de la fatigue. Il y a beaucoup de... Et les gens perdent un peu... Oui, les gens perdent aussi l'espoir, puisque comment vous voulez, vous avez fait une révolution qui a mal tourné, vous avez fait une guerre qui a mal tourné au nom de Dieu, et après il y a la corruption, au nom de Dieu, on vous impose une corruption totale. Quand il y a imaginez qu'un des dossiers importants de la corruption concerne le chef de pouvoir judiciaire, M. Larijani. Pouvoir judiciaire. Et lui-même impliqué dans les corruptions. Qu'est-ce que vous voulez que ça reste comme... Le dossier que vous parlez, c'est qu'il a beaucoup de comptes privés à la banque et les réceptions d'argent, il le vire sur compte privé. Voilà. Et vous savez, il y a des chiffres qui circulent qu'en Iran, par exemple,
je pense que 1 sur 8 ou 1 sur 5 a un dossier judiciaire, puisque tout est judiciarisé. Vous savez, quand vous mêlez le Dieu à tout, il ne reste presque pas. Il n'y a pas de place pour l'homme. Et aussi pour Dieu, je vous dirais. Ah, oui, Puis c'est exactement ça, ça veut dire en fait quand il y a le religieux devient le pouvoir, de toute façon c'est jamais Dieu qui est venu sur la terre pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est toujours un groupe d'hommes et d'êtres humains et des hommes aussi qui viennent prendre le pouvoir au nom de divin. Et donc là ça craint beaucoup puisque tout devient délit. Tout ce puisqu'il propose un modèle comme à l'Inquisition par exemple, il y a une interprétation et dès que vous dépassez ça, vous êtes en délit. Donc comme je l'avais, ça veut dire qu'en fait il y a des analyses et moi je les ai repris aussi, parce que c'est un des points très importants pour comprendre la situation iranienne. C'est que quand le Dieu est mis à toutes les sauces, après la différence entre le délit et le péché, fini. Tout est péché. Et donc, vous imaginez qu'en Iran, vous pouvez être arrêté parce que vous êtes dans la rue. Après, vous pouvez payer, bien sûr, parce qu'il y a la corruption, mais parce que vous avez bu un verre d'alcool, parce que vous êtes en train de marcher avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, parce que vous êtes en train de chanter si vous êtes une femme à haute voix. Toutes ces histoires font qu'en Iran actuellement, il y a d'une part tous les gens, chaque jour ils dépassent les lois. Ça veut dire en fait les Iraniens n'ont jamais autant bu qu'aujourd'hui, autant fait tout ce qui est normal dans la vie, mais en même temps, il y a une sorte de hypocrisie qui est imposée, le mensonge qui est imposé quotidiennement aux gens. Et ça, c'est le résultat, vous savez. Le résultat, c'est que le mensonge devient un phénomène omniprésent en Iran actuel. Et ça, c'est en termes de psychologie sociale, en termes de vie, tout simplement, et de l'évolution, c'est très inquiétant. On revient vers le totalitarisme islamique qui est souvent dans vos livres et dans vos articles. Qui est appliqué d'une manière ou l'autre en Iran. Et vous dites que même le petit part de pourcentage de pouvoir qui appartient au cercle électif de régime, vous dites que la tête de pyramide de pouvoir, Ayatollah Khamenei, ne laisse pas cette partie-là aussi être appliquée. C'est ça. Oui, oui. En plus, il faut voir aujourd'hui le pouvoir d'argent aussi. Vous savez, plus de 80% de l'économie du pays est dirigée aujourd'hui et dans la main de armée de Pasdaran. Vous savez, armée de Pasdaran. Gardien de la Révolution. Voilà, gardien de la Révolution. C'est une évolution totalitaire aussi, puisque vous êtes dans une société où les forces de pouvoir et les gardiens de la révolution sont alliés quand même aussi de Velayat Fari, ça veut dire en fait voilà toute l'hierarchie de pouvoir, pyramide, à la tête de pyramide. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, moi je pense qu'au début c'était l'idéologie qui motivait les gens, c'est-à-dire ces personnes-là étaient idéologiquement islamistes. Maintenant je pense qu'on est dans une période quelque part post-totalitaire, où il y a l'intérêt et l'argent qui parlent. C'est même pas l'idéologie. C'est même pas... Si vous voulez, il y a une telle... et malheureusement, les Iraniens le disent depuis longtemps, et c'est toujours plus vrai aujourd'hui, notre pétrole est notre or et notre malheur. Or, ça nous apporte de l'argent et c'est notre malheur, puisque quand il y a un despotisme qui ne laisse pas gérer l'argent au pouvoir au profit du peuple, qui en profite? Les différences entre les pauvres et les riches, malgré tout ce que disaient les islamistes, ils voulaient amener la justice islamique, soi-disant, entre guillemets. L'Iran, aujourd'hui, les pauvres sont plus pauvres que jamais. Donc
il voulait amener le moral. Il y a aujourd'hui, les phénomènes numéro un de la société iranienne, c'est la prostitution. Moi, je parle, c'est pas moi qui le dis. Je parle en m'appuyant sur l'intérieur, sur la parole de l'intérieur. Leur déclaration officielle. Et les débats qui sont dans les journaux iraniens, la prostitution et la drogue. Donc la drogue qui détruit les familles, qui détruit la jeunesse. Et en même temps, vous avez une société, et quand vous allez en Iran, les touristes qui vont en Iran vont voir un peuple qui rit, qui danse, qui écrit. Il y a des points de création, il y a le cinéma iranien, il y a la littérature, il y a la musique. Tout est là, mais il y a une chape de plomb, et si vous voulez, avec un tel paradoxe, qu'est-ce que vous voulez que ça produise? Sauf la corruption et la répression. Donc c'est une société très contradictoire. Monsieur Mahmoud Saderi, député de l'Assemblée nationale iranienne, récemment il a déclaré que pour le ministère de l'Éducation nationale supérieure, il y avait M. Rouhani en tant que président, il avait jusqu'à là 10 ou 11 propositions à Ayatollah Khamenei. Et sans citer le nom, bien sûr. Et ce n'était pas accepté. À la fin, il y a le président de l'université de Hamadan qui est choisi comme ministre d'éducation nationale, éducation supérieure. Est-ce que ça c'est un exemple que vraiment le pouvoir électif en Iran n'a plus de pouvoir? Tout est, comme vous expliquez, dans le totalitarisme islamique, mais la version chiite. Oui, absolument, absolument. C'est tout à fait un exemple parlant. C'est-à-dire que les gens, les personnes qui veulent faire, ou que le Parlement même qui pourrait avoir de certaines lois, c'est pas possible. Il y a un veto et le pouvoir, le vrai pouvoir n'est pas dans les instances électives. Et c'est ça le problème. C'est ça le paradoxe. Et si vous voulez, c'est presque, ça devient un décor pour garder le pouvoir, c'est ça. Et même les gens de l'intérieur sont maintenant, les gens le savent, mais d'une autre, quand il y a l'élection, il y a des milliers de personnes qui vont aller, il y a quand même aussi beaucoup qui s'absentent. Il y a une abstention énorme aussi, qui ne se dit pas, mais il y a aussi des gens qui votent, qui disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on essaye de choisir entre le pire et le... Mais même ça, même ce choix n'est pas respecté, si vous voulez. Ça veut dire entre mauvais et pire, ils ont choisi, le peuple iranien a choisi le mauvais. Il y a des exemples particuliers dans l'élection précédente. Vous dites que même ce choix-là n'est pas respecté. Même ces députés qui l'avancent, comme Mahmoud Saderi, il n'est pas un réformateur, c'est un pragmatique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Vous savez, le pragmatisme était un choix qui a été fait par certains en disant comme l'ambiance est idéologique, on va aller faire des choses. Mais si vous voulez, quand vous êtes face à un pouvoir tel, absolu, un pouvoir absolu, même les pragmatiques peuvent arriver à une impasse. L'exemple que vous donnez, c'est l'exemple de l'impasse des pragmatistes. Ou un symbole plus déclarant, si on peut dire, plus affiché, c'est l'avis de Ayatollah Hashemi Rafsanjani, qui était président du conseil de discernement, qu'à la fin, il était sans puissance, si on peut dire. Oui, mais tout en ayant participé dans la construction, de répression. Voilà. Et donc, ça veut dire en fait, quand vous regardez, c'est ça que je dis, la roue de l'exclusion tourne et jette à l'extérieur aussi les plus proches. Et donc, M. Rafsanjani a été dans cette situation même. C'était le faiseur de roi, si on peut dire. Oui, c'est lui qui a joué le rôle pour l'élection de Ayatollah Khamenei à la place de Khomeini. Tout à fait. Vous savez, hélas, c'est un scénario assez classique. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez un pouvoir absolu, le pouvoir absolu, c'est pas fidèle.
vous ne devez pas chercher une fidélité dans un pouvoir idéologique absolu. C'est-à-dire que c'est aussi le sacrifice, c'est la loi numéro 1, même les plus proches. Ou fidélité à la tête, au chef, si on peut dire. Absolument. Voilà. Fidélité au pouvoir et au chef. Et donc après, ça crée quand même des scénarios absurdes. Mais si c'était seulement dans un film ou dans un roman, d'accord. Mais en vérité, c'est qui paye le prix? C'est quand même le peuple qui paye le prix, des milliers, des millions, puisque la population iranienne s'est doublée, c'est-à-dire à l'époque de la Révolution, était 33 millions et quelques, maintenant c'est 75 millions et quelques, avec une population très jeune, avec plein d'espoir, mais qui, chaque fois, cet espoir, si vous voulez, il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui se font. Vous savez, je connais beaucoup d'initiatives, des gens qui vraiment essayent de faire de bonnes choses pour l'Iran. Heureusement que l'Iran n'est pas dépeuplé de gens qui vont de bien pour le pays, pour les gens. Mais toute cette créativité, toute cette envie, toute cette espérance, malheureusement, alors que l'Iran est un pays qui a tous les moyens, la matière grise, la richesse, y compris le pétrole, mais pas que le pétrole, pour être prospère, pour être une société juste, malheureusement, tout se dilue dans cette corruption qui est inévitable avec un tel type de pouvoir. Mais par contre, moi, je vous dis que j'essaye de garder l'espoir, et c'est pourquoi d'ailleurs j'écris aussi en persan, puisque tous mes liens que j'ai avec mon pays, et je sais pertinemment qu'il y a des points de lumière dans ce tableau. C'est un tableau assez noir qu'on a décrit ensemble, mais il y a des points de lumière, et moi je m'accroche à la lumière. On reviendra à ce sujet, mais là, dans la situation actuelle, avec la position d'Iran au niveau de politique extérieure, en Syrie, avec l'aide au régime syrien pour combattre Daesh, que le dernier, c'était Deir ez-Zor qui ont pu expulser et libérer Deir ez-Zor par aide des Iraniens et Hezbollah, et Irak aussi. On sent qu'au niveau international, ou régional plutôt, le pouvoir iranien a des mots à dire, mais au niveau plus large et à l'intérieur, il est plus fragilisé avec la nouvelle politique des États-Unis. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous sentez une menace de confrontation plus près avec les États-Unis, ou vous pensez que l'Europe a un rôle à jouer, ou il peut jouer, ou qu'est-ce que vous pensez? Je ne peux pas prétendre, vous savez, par rapport à des jeux géopolitiques, c'est très complexe et je ne peux pas prétendre avoir une analyse vraiment très fine de la situation. Mais ce que je pourrais dire, c'est que cette situation nous poursuit depuis plus de 30 ans. Donc le régime iranien, malheureusement, c'est un régime qui joue avec la crise. C'est un régime qui ne peut vivre que dans la crise. Et si vous voulez... Vous voulez dire qu'il utilise les crises qu'il crée, où il y est, même certains, il crée pour continuer le pouvoir. Voilà, ça, pour rester au pouvoir. Et c'est ça qui complique le scénario. Si vous voulez, l'Iran, depuis le début, a mis de l'argent aussi pour exporter, soi-disant l'islamisme. Il a, dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, même si Saddam Hussein a joué quand même un rôle très important, mais l'Iran aussi, ça veut dire l'Ayatollah Khomeini aussi, et lui-même, il a dit, la guerre pour nous c'est une grâce divine, puisque ça nous permet de mobiliser nos troupes. Et donc ils sont restés quand même dans cette histoire d'utiliser la guerre. Et même, regardez le dossier des otages iraniens. Moi, je dis, il y a des binationaux qui sont partis en Iran,
qui n'avaient aucun, vraiment, qui n'étaient pas des espions, ou je ne sais pas, peut-être. On ne sait pas, mais la majorité, ce sont des gens que, même presque, on le connaît. Voilà. Il y a eu, par exemple, une professeure à l'université au Canada, une dame qui était quand même aussi un des défenseurs des réformistes islamistes, mais dans leur guerre interne, ils l'ont pris en otage. Vous voyez, c'est aussi c'est-à-dire des pires solutions pour régler les choses. C'est toujours de faire des jeux sournois pour arriver à leur fin. Et donc ça ne peut pas être un langage diplomatique. L'équipe iranienne, il dit, et maintenant je pense qu'au niveau international, cette histoire de double discours, double pouvoir, tout ça c'est connu. Et ça leur complique les choses. Puisqu'on sait que demain, ça pourrait, que M. Rouhani pourrait dire une chose et M. Khamenei pourrait dire le contraire. On sait très bien que ça pourrait, maintenant il y a certains qui disent que c'est la distribution de rôle. Moi je pense que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon le résultat est au détriment de géopolitique iranienne. C'est-à-dire en fait, même dans l'histoire de la Syrie, quel rôle a joué l'Iran? Bien sûr qu'il devient un interlocuteur, mais à quel prix? Quand vous regardez les militants syriens, ils vont vous raconter les histoires de mobilisation de Pasdaran dans l'échiquier national de la Syrie. Chaque fois, il y a une utilisation de la force iranienne pour des jeux qui ne sont pas transparents. Même, on peut ajouter peut-être les autres nations, les émigrés qui habitent en Iran. Ils sont mobilisés, les Afghans. Oui, les Afghans, les Afghans, et il faut... les Pakistanais. Très très bonne remarque, puisqu'en fait, entre parenthèses, les Afghans, ils sont victimes d'une répression raciste importante, mais en même temps, ils sont mobilisés sur les guerres, sur le front de la guerre, quand ça arrange Vous savez, c'est de manière générale, ce jeu géopolitique. Moi, je ne dis pas que M. Trump fait son jeu géopolitique qui n'a rien à voir ni avec la démocratie ni avec les droits humains. C'est-à-dire, c'est aussi un langage presque fou qui est en lien avec le pouvoir et même son propre image. Vous savez. De toute façon, voilà. Et de l'autre côté, l'Iran, vous êtes aussi dans un jeu géopolitique très très dangereux. Mais moi, je trouve... Vous savez, aujourd'hui, moi je parlais avec une personne sur le trajet, il m'a dit quelque chose qui est peut-être, qui pourrait paraître léger, mais ce n'est pas tellement léger. Il m'a dit, parfois quand je regarde les discours des grandes politiques qui gèrent ce monde, ça me rappelle un peu des enfants. Mais sauf que leur pistolet est vrai. Vous savez, c'est pas une réflexion sur ce qu'engage la parole. Que ce soit du côté de M. Trump, que ce soit de ce côté-là. Et c'est au milieu, les personnes, moi je suis une citoyenne qui réfléchit, qui écrit, etc. Mais je suis à l'abri, plus à l'abri que le peuple iranien. Mais dans l'ensemble, le monde n'est pas à l'abri. Moi, je pense que les Iraniens sont plus en danger que moi par rapport à tout ce jeu qui n'est pas du tout clair et qui pourrait arriver au pire. Mais par contre, aussi moi, en tant que citoyenne française et aussi citoyenne du monde et vous, dans quel monde vraiment nous vivons avec ces jeux dangereux qui instrumentalisent les idées de conflit, de la guerre, de prise d'otages, de tout. On revient au mot l'espoir que vous avez utilisé dans votre livre Demande au miroir. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste en espoir en Iran? Est-ce qu'il y a une partie tout noir? Est-ce qu'il reste un coin de page blanche qui peut se développer? Oui, moi, vous savez...
L'exil m'a appris une chose, c'est que j'ai commencé de zéro. Ça veut dire en fait, vous savez, l'exil n'était pas un choix, c'était quand même imposé. Je ne connaissais rien de la langue française, j'ai appris ici, j'écris dans cette langue, je travaille ici, voilà, je suis autant iranienne que française. Mais c'était plein de douleurs, plein de souffrances. Mais ça m'a appris une chose, c'est qu'on peut renaître de ses cendres. Et je pense que c'est aussi vrai pour les peuples. Et je pense qu'il y a plein d'exemples historiques qui nous montrent que, heureusement, les dictatures, les despotes, les totalitaires et tout ne peuvent pas gérer le monde comme ils veulent. Voilà, éternellement et comme ils veulent. Puisque les gens ne sont pas des marionnettes. Vous savez, ils ont, dans leurs idéaux, les gens sont des poupées qu'on doit... Voilà, ils veulent tirer les fils, mais ils n'arrivent pas souvent. Puisque de toute façon, les personnes humaines, même dans les pires situations, ont des capacités de réagir, de résistance. Et il y a, quand vous regardez l'Iran, il y a une résistance dans tous les domaines. Vous avez des exemples concrets? Oui, il y a eu des mouvements, par exemple, vous savez, en Iran, par exemple, la question des femmes était un des enjeux de pouvoir. Dès le début, la première mesure, une des premières mesures, puisque la première était une des premières était la répression des Kurdes, mais après c'était le voile, imposition de voile. Regardez comment les femmes iraniennes ont rendu dérisoire. Donc il y a une résistance totale. Les gens ne le respectent pas. Il y a eu des mouvements de femmes aussi, des mouvements qui se déclaraient et qui se déclarent clairement féministes. Alors que l'armée de Pasdaran a déclaré le féminisme comme une idéologie d'ennemi. Donc il y a les mouvements, les ouvriers qui commencent à dire leurs mots, puisque... Et s'organiser. Oui, et s'organiser, puisque vous savez, en Iran, il y a des mois et 2 mois où les ouvriers ne sont pas payés. Les riches deviennent le plus riches, mais il y a eu d'ailleurs une explosion dans les mines. Il y a plusieurs. Oui. Il y a eu plusieurs morts, mais ces gens-là qui sont morts, ils n'avaient pas été payés depuis 5-6 mois. C'est ça la réalité aussi là-bas. Il y a des enseignants qui commencent, et depuis un certain temps, à dire des choses. Il y a des femmes, il y a des mouvements de la société civile. Actuellement, il y a une grève de faim chez les prisonniers politiques. Et donc, absurde. Toutes ces histoires, et même je vous donne une autre histoire absurde qui m'a récemment beaucoup touchée, c'est Parastu Furuhat, qui est une artiste peintre iranienne qui expose actuellement dans l'Institut des cultures de l'islam à Paris. Donc, qui était venue ici pour cette exposition. Elle est sous menace judiciaire en Iran, parce que ses parents ont été tués, ça veut dire ses parents qui étaient les nationalistes. Massacrés voilà. par le régime. Voilà, qui étaient les nationalistes démocrates, et son père était d'ailleurs parmi les ministres de M. Bazarkan. Donc, si vous voulez, le premier État. Voilà. Et donc, quand cette femme qui est artiste peintre, quand ses parents ont été tués, elle s'est donné le devoir chaque année d'aller célébrer la journée de la mort. Ça devient un symbole de résistance. D'accord. Mais ce qui est absurde et qui arrive cette année, c'est qu'ils l'ont convoqué à un tribunal judiciaire. Pourquoi? Pour insulte au sacré. Parce qu'elle avait fait certains objets ou elle avait... Alors qu'elle, en même temps, elle est exposée à Paris dans l'Institut des cultures de l'islam. En Iran, elle va être, j'espère que ça va être annulé, cette sentence. Mais elle est appelée à sentence judiciaire pour insulte à l'islam. Vous imaginez dans quelle situation nous sommes. Mais comme elle existe, et comme elle, il y a plein d'artistes qui existent, plein de jeunes étudiants, plein de femmes, plein de moins jeunes. Moi, je pense que l'espoir iranien, ce sont ces personnes-là qui existent et ces initiatives-là qui existent bel et bien sûr. Et une résistance quotidienne. Malheureusement, le mensonge est partout, mais de l'autre côté aussi, il y a les personnes qui essayent de rester et de faire et de créer des choses. Ça qui... Donc
Vous pensez que le monde... Il y a un mouvement écologique aussi en Iran qui est en pleine prospérité, parce que l'écologie, c'est vraiment catastrophique. Donc vous avez beaucoup d'espoir sur le mouvement associatif et société, disons, civile. Absolument, beaucoup d'espoir. Et d'espoir. l'organisation de mode de travail. C'est ça, j'ai bien compris. Et la société civile aussi, et les mouvements ouvriers, les mouvements enseignants, les mouvements intellectuels, les mouvements artistiques, puisque que ce soit au niveau du cinéma, de la peinture, de l'écriture, de la traduction, il y a une vague de traduction très importante. Il y a la censure, bien sûr, mais les gens publient, les gens, et les blogs, vous savez, les bloguistes actuellement sont en prison en Iran, puisque les personnes écrivent, ils essayent d'écrire. Ils expriment leur idée. Voilà. Et tout ça, c'est une société vivante en même temps, et je l'espère encore plus souvent. Disons, on reste avec cet espoir sur la société iranienne. Est-ce que la partie élective de nature Rouhani Khatami par rapport à Ahmadinejad et l'autre, c'est favorable à l'évolution de cette partie de... Par rapport à... monde associatif, organisation du monde de travail. De toute façon, dans leur discours, c'est oui. Mais en réalité, peut-être le rapport de force est tel que d'une part, et je ne pense pas que le pouvoir rouhani a mis le paquet sur les droits humains. Non, il y avait le silence total, si vous voulez. C'est ça que les mouvements les gens qui sont en prison, qui font de la grève de faim, ils ont voté aussi pour certains. Mais ils disent aujourd'hui leur déception, puisque ce rapport de force fait que, par exemple, le pouvoir, même le pouvoir électif, il dit oui, moi, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, vous savez, les gens qui résistent en Iran ne sont soutenus ni de l'un ni de l'autre côté. Chacun, pour leur propre raison, les ignore. C'est-à-dire la partie élective, les personnalités électives aussi, qui sont élus, ce qu'ils arrivent à faire, ils ne font pas le maximum, c'est ça que vous voulez dire? De toute façon, ils jettent la faute sur le... c'est pas leur enjeu, les droits humains, même pour leurs proches. Vous savez, M. Mousavi, M. Karoubi, M. Khatami étaient leurs proches quand même. Ils ne font pas grand chose pour les sortir de... Puisque la situation, la crise est très forte, endurcie. Et donc, si vous voulez, ils essayent de jouer un jeu pour garder leur peau, déjà. Mais c'est ça qui est très inquiétant. C'est ça qui est très inquiétant, surtout avec l'agressivité de Trump. On ne sait pas, vous êtes en face des gens qui sont en conflit aussi et que... Et vous voulez dire que les menaces extérieures, par exemple la menace de Donald Trump, sert directement ou indirectement l'aile dure du régime et gardienne de la révolution pour imposer ses choix? C'est ce qu'ils ont fait depuis longtemps, ils ont toujours fait ça. Ça veut dire chaque fois la question internationale a été utilisée, instrumentalisée pour leur propre pouvoir. Ils continuent et même ils font un discours, par exemple envers l'Amérique, l'Arabie Saoudite, Israël, etc., etc. Ils font un discours très agressif à cause de ça. Ils cherchent à utiliser ça, ils cherchent à propager le danger de la guerre et à l'utiliser à leur propre fin. Ils s'en privent pas. Après, je ne sais pas si ils savent ou non, s'ils sont en capacité de mener une guerre, je ne sais pas. Parce qu'on n'est pas dans la même situation révolutionnaire et la même capacité de mobilisation. Mais en tout cas, dans leur discours, ils sont très agressifs. Merci beaucoup, Shala Shafir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, De Monde au miroir, aux éditions L'Âge d'Homme, et sa version persan, Az Oy Nebe Pors. Merci. Merci à vous. À bientôt.